on va parler d'entraide, quand on va parler d'entraide, on va penser à ces individus, ces groupes qui veulent assister, qui sont pas forcément affiliés déjà à des organisations officielles de la gestion de crise, et puis aussi qui peuvent avoir des compétences un petit peu variées. Certaines peuvent être très pertinentes pour la situation. Il peut y avoir dans des gens qui viennent aider, il peut y avoir des gens qui sont par exemple des infirmiers, des infirmières qui ont des compétences médicales. Voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte. Un aspect qui est peut-être à garder en tête parce qu'on va utiliser des termes différents, mais il y a toute une terminologie, que ce soit en anglais ou en français. Vous allez entendre des mots comme bénévole, volontaire, aidant, ou alors vous allez entendre informel, non affilié, spontané. Bon, c'est un petit peu, tout ça, c'est un petit peu des synonymes. Donc gardez ça en tête. Mais il y a des débats aussi sur les termes. Enfin, on va pas rentrer là-dedans ici. Voilà, je vais m'arrêter ici. Jacqueline, je te passe la main. Bonjour, je suis une collègue de Mathieu et nous travaillons ensemble sur de nombreux projets européens. Donc aujourd'hui, je vais présenter différentes approches liées à l'aide spontanée. Et vous allez être étonnés, en fait, en Europe, il n'y a pas d'approche commune. En fait, si on regarde de manière plus générale, si on regarde l'aide, on voit aussi que la législation qui concerne l'aide varie. Et certains pays, comme en France ou dans de nombreux pays européens, nous avons une loi de non-assistance aux personnes en danger, donc nous avons l'obligation d'aider. Mais dans d'autres pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les pays anglo-saxons, nous avons une autre loi, celle du bon samaritain. Alors, il n'y a pas d'obligation d'aider, mais il y a une couverture pour une protection pour les personnes qui portent assistance. Alors, tout comme pour l'aide, dans le cas donc de l'aide spontanée, il y a aussi des variations. Alors, ma présentation, elle s'appuie sur une étude menée début 2020 par un projet de recherche européen, Builders, et qui était coordonné par nos collègues de Tartu en Estonie. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder, je propose ici la référence à un article. Nous sommes en train de consolider les résultats et nous l'étendons aussi à d'autres pays, par exemple la France. Donc le but de l'étude, c'est de comprendre en fait les politiques d'engagement des bénévoles spontanés dans différents pays et aussi d'identifier des méthodes et des outils pour leur mobilisation. Alors, 8 pays donc, qui sont en couleur sur la carte ont été inclus dans cette étude. Alors, c'était une approche pragmatique. Ce sont les pays qui participaient au projet Builders. Il est intéressant comme de voir que ces différents pays ont aussi un différent engagement en ce qui concerne le bénévolat régulier ou les bénévoles affiliés à des organisations. Par exemple, en Italie et en Hongrie, seulement 10% de la population participe. En Belgique, en Estonie, 20%, et dans les autres pays, plus de 30%, jusqu'à 48% en Norvège. Alors, ces chiffres couvrent toute forme de bénévolat, aussi les événements sportifs et des choses de ce genre, hein, pas simplement la gestion des crises. Mais c'est quand même, il est quand même intéressant de noter qu'il semble, en fait, bon, c'est pas explicite dans ce papier, mais il semble en fait que les pays où il y a une large participation sont aussi mieux préparés à intégrer le bénévolat spontané. Alors, le principal résultat de cette étude, il n'existe pas d'approche commune. Donc, dans les pays étudiés, mais c'est aussi le cas pour les pays économiquement développés, la gestion des catastrophes repose sur les professionnels et les volontaires affiliés. Alors, dans ces pays, les acteurs suivent une structure commande et contrôle
Donc, les citoyens ordinaires ne sont pas considérés comme des participants aux opérations. Mais les choses bougent. Les choses bougent parce qu'en fait, les crises sont de plus en plus fréquentes et graves. Nous avons les crises climatiques, par exemple, et les acteurs formels ont une capacité limitée. Les modes de le volontariat aussi évoluent, hein. On voit aujourd'hui les citoyens veulent s'engager dans des situations spécifiques. Ils veulent plus de flexibilité plutôt que donc d'avoir des engagements stables à long terme. Et aussi, nous avons les réseaux sociaux qui facilitent une mobilisation et la contribution. On va le voir plus tard dans certaines solutions que nous présentons. Bon, sur cette carte, vous voyez différentes couleurs. Alors, en orange, ce sont des pays qui n'encouragent pas l'aide spontanée. En jaune, ce sont des pays qui ont une approche ad hoc, donc c'est au cas par cas. Et puis en vert, on a quelques règles ou directives pour intégrer ou engager les bénévoles spontanés. Bon, alors par exemple, en Italie, en Belgique, euh, une affiliation et aussi une formation sont requises pour les bénévoles. Mais j'ai dit, les choses changent. Par exemple, en Belgique, après les inondations en 2021, on a en fait identifié la nécessité d'avoir de nouvelles pratiques et donc aussi de considérer comment peut-on intégrer l'aide spontanée. Euh, en Allemagne, en Estonie, euh, l'engagement est sous la responsabilité des municipalités locales, des agences, et c'est pas au cas par cas, en fait, qu'on voit comment les bénévoles spontanés vont être engagés. Alors, en Allemagne, des organisations d'urgence comme par exemple la Croix-Rouge ont été suggérées comme point de contact pour les bénévoles spontanés. Et aussi la Croix-Rouge allemande a formulé des lignes directrices pour aider le personnel à gérer les bénévoles spontanés. En Hongrie, on a un cas de crise où aussi il a été établi un centre de coordination, mais c'était en 2010, c'était pendant une vague toxique de boue rouge, mais il n'y a pas eu de suite après. Donc aujourd'hui, il n'y a pas en fait il n'y a rien en place pour l'engagement. Euh, En Norvège, alors dans certains cas, il a été établi des contrats à court terme pour l'engagement des bénévoles, euh, entre autres pendant des incendies de forêt, et ces contrats couvrent une assurance et aussi une indemnisation, par exemple, pour l'utilisation de matériel. En Finlande, la Finlande est intéressante. La Finlande, il y a des formations à la demande des autorités. Il y a des formations. Alors, c'est un organisme, VAPEPA, qui est responsable. Et VAPEPA a fait appel à des bénévoles spontanés, établi des protocoles pour l'aide spontanée. Et donc les pouvoirs publics et les ONG sont d'accord que en fait, de manière, il est naturel en fait d'organiser, d'inclure les bénévoles informels par l'intermédiaire des organisations, des ONG. Alors en Suède, la Suède travaille à l'élaboration d'un mécanisme de coordination des bénévoles spontanés. Alors jusqu'à présent, c'était euh, euh, un groupe, c'était réglementé au travers des groupes de ressources de volontaires. C'est un réseau organisé au niveau de chaque commune. C'est peut-être un peu similaire à ce qu'on a en France aux réserves municipales. Ce réseau était en fait présent dans de nombreuses municipalités, 290.
Donc, ce réseau permettait aussi aux bénévoles d'être assurés. Mais alors, bon, après les incendies de 2014-2018, il y a des changements. Et donc, en Suède, on travaille en fait à une meilleure réglementation pour l'aide spontanée. Donc, on voit beaucoup de différences et peut-être beaucoup de détails, mais bon, en fait, c'est ce qui se passe. Alors, en ce qui concerne les méthodes et les outils d'engagement des bénévoles, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans tous les pays en ce qui concerne les personnes vulnérables. Il y a des campagnes dans tous ces pays pour le soutien aux personnes vulnérables, sauf en Italie en fait. Il y a des formations aussi. Les formations sont surtout centrées sur les premiers secours. Les réseaux sociaux sont aussi utilisés en particulier en Allemagne, les autorités allemandes ont défini des principes pour gérer le bénévolat spontané, l'aide spontanée au travers des réseaux sociaux. Donc, voilà. Alors, pour conclure, donc, cette étude montre une grande variation et aussi peut-être aussi que la maturité des approches est modérée. Et peut-être qu'on pourrait en fait voir aux antipodes, voir le contraste avec les antipodes, en particulier par exemple l'Australie, où l'AIDR a fourni un manuel pour planifier l'aide spontanée. Et donc, ce serait une bonne chose que ce manuel serve d'exemple à l'Europe. Mhm. Voilà. Merci beaucoup, Jacqueline, pour cette présentation très riche déjà. Et bah, je passe le micro à Nicolas Schilacci, qui va nous parler de la Suisse et des cantons de Genève. Bonjour à toutes et tous, merci Nadine. Donc effectivement, je vais essayer de partager avec vous une certaine expérience, on va dire, suisse et plus particulièrement Genève, de manière très succincte dans le petit quart d'heure qui m'est donné, en accent sur trois axes qui sont ces trois PowerPoint. Le premier, le contexte un peu helvétique suisse, après l'échelon politique institutionnel et finalement quelques exemples, surtout sur le canton de Genève. La Suisse, elle est toute petite, elle est au milieu de l'Europe. On doit dire qu'on a été relativement épargné depuis un certain temps, que ce soit des événements climatiques ou techniques. On a pu jusqu'à présent y échapper, même si on est rattrapé par la réalité actuellement. Et on essaye d'apprendre beaucoup de nos voisins. Donc tous ces partages sont relativement enrichissants pour nous. Mais ce petit territoire est composé finalement de 26 cantons. Ces 26 cantons sont qu'on pourrait qualifier de départements en France, à taille toute proportion réservée, mais ils ont chacun ses spécificités et ses prérogatives. Ils sont relativement autonomes, voire parfois indépendants. Et dans ces 26 cantons, nous avons plusieurs régions avec langue nationale. Nous avons quatre langues nationales, l'allemand, l'italien, le français et le romanche, qui est un mélange d'italien et d'allemand. Ce qui fait qu'on doit vraiment composer en Suisse pour trouver le plus petit dénominateur commun pour faire avancer les choses, ce qui amène parfois une certaine lourdeur ou lenteur, mais qui a l'opportunité finalement de rechercher en tout temps un compromis équitable ou qui convient à l'entier de la Suisse pour pouvoir avancer. Chaque échelon se veut subsidiaire ou complémentaire avec son domaine de responsabilité. La Confédération, donc particulièrement, gère tout ce qui est l'aspect relations extérieures, l'armée avec la défense, bien sûr, et l'économie. Et c'est assez intéressant que finalement, dans la Constitution, et c'est à peu près le seul endroit où dans les bases légales fédérales, il est inscrit qu'il existe les communes, puisque chaque échelon, on va dire, a ses prérogatives. La Confédération parle aux cantons et les cantons à la Confédération, mais c'est bien les cantons qui parlent aux communes et il n'y a pas de lien direct normalement
qui s'opère entre ces dernières. C'est-à-dire qu'en cas de crise, si les communes sont dépassées, elles doivent faire appel aux moyens régionaux, voire cantonaux, et c'est seulement sur volonté du canton que on peut déclencher les moyens fédéraux pour pouvoir, euh, on va dire, agir et essayer de résoudre la crise pour revenir à quelque chose, une situation normale. Ce qui est important aussi, c'est que nous sommes un pays où il existe très peu de professionnels. C'est-à-dire que, alors jusqu'à présent, et ça ne devrait pas forcément changer, c'est-à-dire que c'est que les jeunes hommes qui sont appelés à faire leur obligation, mais finalement, nous avons une obligation de servir pour chaque citoyen suisse qui doit servir ou au service militaire ou à la protection civile. Et bon, bien sûr, bah, on est en Suisse, si la personne est jugée inapte au service, bah, elle doit payer une taxe. Ce qui est important de souligner, c'est que on a aussi les personnes qui feraient du service militaire, donc après une phase de recrutement, donc on est vraiment, c'est vraiment des citoyens, des appelés. Il peut, pour certaines personnes, devenir ce qu'on appelle un objecteur de conscience, ou en tout cas demander à faire service dans quelque chose qui s'appelle le service civil. Ces trois composantes, donc on est à peu près 9 millions en Suisse, ces trois composantes que sont le service militaire, la protection civile et le service civil font à peu près 250 000 personnes qui sont dans un cadre institutionnel de réserve pour pouvoir aider les cantons ou la Confédération à remplir certaines prérogatives. Donc tout ce qui est le service militaire, c'est la défense, c'est on va dire la réserve opérationnelle de la Confédération. Elle intervient à titre subsidiaire ou pour la défense du territoire. La protection civile, bien que ce soit une obligation de servir fédérale, elle est déléguée au canton, c'est-à-dire que chaque canton s'organise. Donc le service militaire, pardon, c'est à peu près 140 000 hommes. La protection civile, elle est déléguée au canton. C'est environ 60 000 personnes qui sont astreintes à la protection civile, ce qui était relativement intéressant dans la protection civile, puisque c'est une réserve euh, cantonale, ou en tout cas même si c'est une obligation de servir fédérale et qu'elle a vocation à être effectivement civile, à faire de la défense civile, c'est que les étrangers habitant en Suisse, ainsi que les femmes, bon, le service militaire aussi, les femmes peuvent devenir volontaires, mais ils peuvent demander à être incorporés dans la protection civile. Donc pour nous, en Suisse, le terme protection civile, par rapport à en France, par exemple, où il y a le terme sécurité civile, protection civile, mais c'est aussi une association. En Suisse, c'est vraiment quelque chose qui se rapprocherait plus pour des unités d'intervention et d'instruction de la sécurité civile. Et finalement, le service civil qui n'est pas dans ce slide, lui, est plutôt, donc les objecteurs de conscience aident plutôt l'économie avec, on pourrait qualifier ça de l'aide à l'agriculture, à la santé, au social. Et tout ça, est chapeauté. Donc, chaque citoyen, donc ça fait à peu près 200, 240, 250 000 hommes, euh, quand ce qu'on appelle parfois les réservistes en France, quand il n'y a pas besoin de conventionner parce que la loi, finalement, quels que soient les exercices, les formations continues, les interventions en cas de catastrophe ou autre, fait que le système suisse donne ce qu'on appelle une assurance perte de gain qui est prélevée sur chaque salaire. Et finalement, le patron ou l'employeur est rémunéré, il doit libérer ces personnes et il est rémunéré au minimum à 80% du salaire. Donc il reçoit, on va dire automatiquement au minimum le 80%. Il devrait rendre le 80% au minimum à l'employé, mais certains employeurs versent le 100% du salaire, même s'il fait 6 mois de service militaire où il est parti faire, comme dans le cadre de la pandémie de Covid, 4 mois. Ben voilà, il touche ce qu'on appelle des assurances perte de gain, et ce qui compense l'absence du collaborateur. Ça, c'était un peu pour le contexte suisse. On peut passer pour le prochain slide. Alors ici, c'est vrai que j'ai voulu indiquer les points les points de situation qu'on va qualifier institutionnels ou politiques. C'est vrai que ces dernières années, nous aussi, on commence à avoir effectivement des intempéries avec des glissements de terrain,
avec des inondations de manière conséquente. Alors, sur la gauche, quoi, sur ma gauche, mais ça va être pareil pour tout le monde sur un écran. Vous avez une sorte de retour d'expérience fait par les Tessinois. Alors, il y a une petite faute d'orthographe faite par les Tessinois, mais c'est par leur langue maternelle, c'est l'italien. Je pense on peut les pardonner. Et finalement, le fait que ce soit un système où il y a beaucoup en Suisse de principes de, de citoyens qui s'engagent au profit de la collectivité fait que on se retrouve à toutes les strates avec des personnes qui connaissent aussi bien le conseiller fédéral qui est finalement, donc on n'a pas réellement, on a un président qui tourne si on veut, on n'a pas de président désigné, on a des conseillers fédéraux qui sont 7 ministres et à tour de rôle, ils deviennent présidents pendant une année. Mais finalement, tout le monde se connaît, ce qui permet une certaine réactivité. Donc là, vous avez sur la gauche, l'été dernier, un événement qui s'est passé au Tessin, où il y a eu quelques morts avec des glissements de terrain et des intempéries, avec des inondations, et ils ont vécu, le Tessin et les Valaisans, une certaine difficulté avec l'engagement des volontaires. Donc là, vous voyez certains retours d'expérience. Euh, Ce qui fait que à tous les échelons, donc il y a eu une sorte de remontée de l'information, une activation du politique pour finalement gérer cette offre d'aide spontanée, ce qu'on peut qualifier de volontaire dans le cadre d'aujourd'hui, de bénévole, voilà, selon le terme qui m'avait été discuté. Et il y a eu un postulat qui a été fait au niveau du Conseil national. Le Conseil national, c'est notre législatif au niveau fédéral, où il a été clairement identifié qu'une lacune de capacité en termes de plateforme permettant un engagement ciblé, un recueil systématique des personnes pouvant apporter leur aide spontanée. Et le législateur a donné en fait mandat à, à une institution fédérale, donc l'Office fédéral de la protection de la population, qui gère tous ces aspects de gestion de crise hors situation de guerre, de trouver une solution et de présenter le plus rapidement possible des propositions pour qu'on puisse mettre en place une gestion de tous ces citoyens qui voudraient finalement de manière, qui sont des gens non institutionnels ou non formalisés, apporter leur aide. Donc l'idée pour eux maintenant, c'est vraiment de développer un système qui permette un enregistrement systématique et une utilisation ciblée de volontaires apportant spontanément leur aide dans la maîtrise d'un événement. C'est vrai qu'il est clairement indiqué dans le rapport qui a été pondu euh, une des entités les plus à même de pouvoir gérer ça au niveau fédéral, c'est la Croix-Rouge suisse, parce que la Croix-Rouge suisse, elle est reconnue par la Confédération, elle est institutionnalisée par un arrêté fédéral et elle dispose finalement d'un fort potentiel de personnes bien formées, aussi bien dans le domaine sanitaire que dans le sauvetage. Et elle est vraiment impliquée dans tous les échelons. Donc nous, la Croix-Rouge suisse, par exemple, elle gère aussi tout ce qui est la Société suisse de sauvetage, c'est tous les sauvetages sur le lac, dans les rivières. Elle gère aussi le REDOG. REDOG, ce sont les chiens d'aide en cas de catastrophe. Donc en cas d'avalanche, en cas de tremblement de terre, même à l'étranger, c'est REDOG qui part. Donc ce sont vraiment des citoyens qui s'engagent dans ces associations pour, euh, pour, euh, pour apporter leur aide et leurs compétences. Il y a les Samaritains, ils sont environ 20 000 les Samaritains, c'est un peu les premiers secours qu'on peut retrouver parfois dans des manifestations en France. Ben voilà, c'est pareil pour nous ici, ce sont des premiers secours, des gens qui se forment euh, aux actes de premiers secours et qui interviennent des fois dans des postes sanitaires. Et ils ont aussi un mandat, donc la Croix-Rouge suisse, avec les troupes sanitaires de l'armée pour former les gens avant l'armée. Donc en Suisse, avant l'armée, on a des cours pré-militaires. Ça peut être apprendre à faire du tir avec une arme, ça peut être les troupes sanitaires pour tout ce qui est les premiers secours, on peut avoir le permis bateau et ainsi de suite. Donc on voit que finalement, comme on a été relativement épargné par rapport à ce que j'ai dit, on se retrouve dans une situation
où on découvre, on constate certaines lacunes, surtout la gestion de ces bénévoles, et on essaye de légiférer le plus rapidement possible pour qu'on puisse, au niveau fédéral, avoir une base commune, ou plutôt permettre de manière la plus pragmatique la gestion de ces citoyens qui veulent apporter. Dans le cas du Tessin, par exemple, les bénévoles ou les volontaires, il y en a eu 564 qui se sont annoncés, et il y en a eu 226 qui ont été engagés selon leurs compétences. Et ça a représenté plus de 450 jours mis ensemble de personnes sur le terrain, si on veut, à aider, en plus du cadre institutionnel que sont la protection civile, les pompiers, la police et autres. Je propose le prochain slide. Les exemples, hein, donc, pour Genève et la Suisse, donc l'exemple de la Covid-19 a été un événement extrêmement enrichissant. Donc la protection civile, comme l'armée, dispose d'une assurance militaire en cas d'accident, de l'assurance perte de gains et autres. Et c'est vrai que la loi fédérale nous autorise, nous, si on recrute ces gens, même de manière extrêmement temporaire, ils sont couverts par ces assurances, ce qui permet de pas se retrouver réellement embêtés, parce que c'est là toujours la problématique. Engager les gens, c'est bien, mais en cas d'accident, en cas on va dire de casse ou autre, quelle est la responsabilité, qui est engagé? Donc, en cas de la Covid, nous, particulièrement en 2020, c'est vrai qu'on a été submergé par les demandes, hein. On était tellement sous l'eau par rapport aux demandes institutionnelles qui étaient faites par le service de santé, qu'on a fait plutôt de la quantité que la qualité. Et là, effectivement, on s'est retrouvé avec certaines problématiques de gestion des astreints. On n'avait pas forcément identifié la qualité et le besoin. On a vraiment voulu faire le chiffre. Et là, ça, c'est un des premiers renseignements qu'on pourrait se ressortir, c'est que finalement, la quantité, c'est pas forcément le plus utile, mais de bien vouloir cibler qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, et de prendre du recul, puisque on est parfois trop rapidement à décider, et on se retrouve après avec une un deuxième problème à gérer, qui est celui des volontaires. Save a Life, c'est aussi des citoyens qui se sont rendus compte. Il y a d'autres projets qui existent en Europe, et c'est vrai que les citoyens se sont rendus compte que parfois les services de secours ne pouvaient pas arriver rapidement, ou le plus rapidement possible, et ce sont des citoyens formés qui ont fait des cours reconnus par la Croix-Rouge suisse, et qui peuvent intervenir en cas de malaise cardiaque le plus rapidement possible. Ils sont, on va dire, géolocalisés, ils peuvent aller le plus rapidement possible sur place avant l'arrivée parfois des secours. Donc ça, c'est vraiment un engagement pur citoyen. Puis les Samaritains, comme on a pu aborder. Ce qui nous amène effectivement à la problématique de tous ces engagements, qui soient institutionnels ou pas, mais surtout ceux qui sont, on va dire, bénévoles, c'est qu'ils doivent être accompagnés, conduits par une structure. Elle doit être désignée, ça c'est clair. Et c'est vraiment important qu'on ne se retrouve pas avec des freins opérationnels comme qu'on a pu voir, ou techniques, où on se retrouve avec une quantité de personnes qu'on n'avait pas pensé, et avec un certain désordre finalement à devoir résoudre avant de pouvoir répondre à la crise, à l'assurance et la responsabilité, comme on a dit, et finalement à capitaliser sur tous ces gens pour une entraide future, hein. Donc, les gens, de développer une sorte de base centralisée, ça c'est un élément qui est vraiment le, le point crucial. Voilà. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, les réflexions sur Genève, c'est vraiment de créer une sorte de registre cantonal des compétences citoyennes, où on met les gens qui ont déjà engagé, avec leurs disponibilités éventuelles, leurs compétences, les restrictions éventuelles, est-ce qu'il y a des problèmes de santé ou autres, et s'ils sont d'accord de recevoir des formations, qu'elles soient continues ou de base, le cas échéant,
afin que si on déclenche un plan catastrophe, on puisse identifier certaines personnes en sachant qu'elles ne seront pas toujours ou forcément euh, disponibles. On essaye de réfléchir aussi à faire des modules pour pas qu'on perde ces bénévoles, hein, parce que si on fait trop une charge aussi en termes de formation, on risque de les perdre, mais vraiment faire des modules pour qu'on puisse cibler les engagements, que ce soit la gestion d'un point de rassemblement d'urgence en cas de coupure, de blackout, en cas de panne des numéros d'urgence. S'il y a des gens qui sont dans le PER ou dans le soutien psychosocial, dans les premiers secours, ainsi de suite, on réfléchit là-dedans. Et au niveau fédéral, comme j'ai dit, et on appuie comme ça à Genève, on essaye de créer un cadre légal, une sorte un statut de volontaire de crise, on va appeler ça comme ça, ou bénévole de crise. Et là, c'est quelque chose que on appuie, on aimerait que ça puisse se faire afin d'avoir une couverture en cas d'accident, une carte d'engagement légitimant ces personnes, qu'on puisse les reconnaître, des formations continues, bien sûr, gratuites, et qu'elles puissent disposer d'informations, on va dire, vérifiées, et un canal officiel d'information. Voilà. Pour ma part, j'en ai terminé pour le canton de Genève et la Suisse. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Nicolas. C'était riche, intéressant. Et avant que je passe la parole à Raphaël, je vous l'ai mis dans le chat, mais je vous le rappelle au besoin. Vous avez en bas un espace à côté, à la gauche de l'onglet chat, un espace Q1R et qui vous permet, si vous le voulez, de poser des questions par écrit. Nous aurons un temps à partir de 15h30 pour partager ces questions. Voilà, je l'ai répété. Je te passe donc la parole, Raphaël. C'est à toi. Merci. Merci beaucoup Nadine, merci aussi Nicolas pour cette intervention et pour ce partage sur la Suisse, où on voit d'ailleurs que la Croix-Rouge suisse est particulièrement impliquée dans cette réponse aux crises. Donc moi, je travaille pour la Croix-Rouge française à la direction de l'innovation et je m'occupe particulièrement des questions d'engagement. La Croix-Rouge, c'est un mouvement international avec différentes sociétés nationales. Je crois d'ailleurs qu'il y a d'autres sociétés nationales qui sont représentées aujourd'hui dans notre webinaire. Mais donc chaque structure reste indépendante et s'adapte aux spécificités nationales des pays dans lesquels elle est impliquée. Et c'est pour ça que la réponse n'est pas toujours la même selon les pays. En tout cas, du coup, je vais partager un peu notre regard, nous, de la Croix-Rouge française, pour, en tout cas, mettre en avant et souligner cette tension qui peut exister entre spontanéité citoyenne dans la mobilisation face aux crises et l'organisation de la réponse. Nous, à la Croix-Rouge, en tout cas la Croix-Rouge française, ça fait 160 ans qu'on existe. On est un acteur historique de la sécurité civile. Et puis, on est particulièrement ancré dans les territoires en France et à l'outre-mer. Et on a aussi un emblème, celui de la Croix-Rouge, qui va cristalliser beaucoup de projections, d'attentes aussi, soit tant en période d'attente, on va dire, par des personnes en termes d'aide, que en termes de volonté de s'engager. Et ça, c'est encore plus fort en période de crise. Et du coup, ça crée une vraie tension assez forte entre ce que nous, on est capable de faire et ce que les gens pensent que nous faisons, et voir aussi ce que nous devrions faire. En gros, lorsqu'il y a une crise qui touche la population, très naturellement, les gens viennent frapper à notre porte pour demander de l'aide ou pour aider. Et voilà, ça a été assez flagrant pour nous, notamment comme dans les exemples que soulignait Nicolas pendant la crise Covid ou pendant la crise ukrainienne, où on a pu voir affluer des dons matériels, des propositions de bénévolat qui vont jusqu'à dépasser nos capacités d'accueil. Parce que nous, on s'appuie sur nos bénévoles en premier, en interne, qui sont formés, et que sans cadre, sans tri, sans logistique possible, cette aide spontanée, elle peut vite devenir pour nous une forme de casse-tête. Et c'est un peu ça aujourd'hui qu'on va essayer de toucher du doigt. Comment est-ce qu'on peut mieux anticiper cette participation citoyenne? Comment est-ce qu'on peut l'accueillir aussi, mais sans l'étouffer? Et puis surtout, comment est-ce que, enfin, nous, Croix-Rouge française, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution dans cette articulation entre aide spontanée et engagement plus structuré comme celui qu'on peut proposer?
Alors, dans cette slide, c'était l'occasion de revenir sur un peu comment se structurait, nous, notre réponse à la crise, à travers quelques exemples récents. Donc, nous, en gros, à la Croix-Rouge, on a 65 000 bénévoles qui sont actifs partout en France. Et puis, quand une crise arrive, on va mobiliser en première ligne ces bénévoles. D'abord, les bénévoles qui vont être locaux, impliqués dans les 1000 structures locales de la Croix-Rouge. Et c'est sur eux qu'on va d'abord s'appuyer. D'abord en soutien des pouvoirs publics aussi, et ça nous permet de pouvoir répondre aux attentes de ces pouvoirs publics. Et puis, s'il y a besoin et qu'on ne peut pas, enfin qu'en tout cas les bénévoles locaux vont être dépassés, on va pouvoir faire appel à des renforts venus d'autres régions qui traversent parfois la France entière pour venir prêter main forte. Voire même plus loin. Les deux photos que vous avez en bas, ce sont des bénévoles qui partent à Mayotte depuis la France métropolitaine pour venir prêter main forte aux bénévoles locaux suite au passage du cyclone Chido. Ce système, il fonctionne assez bien de renforts extra-départementaux, comme on les appelle chez nous, parce que il repose sur des gens qui sont identifiés, qu'on connaît, qui sont formés, qui sont encadrés. Il permet de sécuriser les interventions et puis aussi de répondre aux attentes des pouvoirs publics, de garantir une forme de qualité de la réponse de la Croix-Rouge française. Et puis, il permet aussi de répondre aux souhaits d'engagement de nombreux de nos bénévoles qui rejoignent un peu la Croix-Rouge aussi pour partir en mission, pour assurer ce genre de mission. Et donc, c'est une forme de réponse à ces volontés d'engagement qu'on a, de les faire monter dans l'ambulance et de les faire traverser la France pour venir assurer ces missions. Donc là, vous avez deux autres exemples en haut. Bon, c'est pas tout à fait des situations de crise, bien que nous, on les gérait comme une situation de crise avec la photo en haut à gauche, c'est pendant les Jeux Olympiques où il y a eu des renforts de partout en France qui sont venus à Paris pour assurer les dispositifs de secours. Et puis à droite, c'était une des opérations qui a eu lieu pendant le Covid avec non, pendant l'Ukraine, pardon, avec des opérations de rapatriement de, d'enfants malades d'Ukraine vers la France, où on a dû ensuite aller transporter ces personnes vers des hôpitaux partout en France. Mais donc ce système de renforts départementaux, il fonctionne aujourd'hui assez bien, même s'il a ses limites, notamment il est assez lourd à mettre en œuvre, il est lent et puis il repose sur une logistique assez complexe. Et puis surtout, il n'est pas du tout conçu pour accueillir des volontaires spontanés qui vont débarquer, eux, sans formation préalable. Ça nous renvoie à une forme de paradoxe, celui de l'organisation de la réponse à la crise en France qui s'appuie particulièrement sur cet agrément, enfin sur un certain nombre d'agréments et notamment celui de type C qui permet d'encadrer l'aide spontanée, mais on l'utilise quasiment pas. Parce qu'on n'a pas de moyens pour encadrer ces gens, on n'a pas de cadre clair pour les engager, puis on ne sait pas forcément quoi leur faire faire. Donc on n'a pas forcément toujours la réponse à ces volontaires qui vont venir nous aider, qui vont vouloir en tout cas venir nous proposer leur aide. Et puis cette organisation, elle a aussi ses limites, notamment parce que elle fonctionne bien dans des situations de crise comme on les vit aujourd'hui, c'est-à-dire des crises un peu ponctuelles, mais on sait aussi que les crises s'aggravent, enfin qu'en tout cas les crises s'accélèrent et que leurs conséquences vont s'aggraver, et que donc dans des situations de crise majeure, comme on a pu le vivre pendant le Covid, ou de crises plus prolongées, ou alors de crises aussi simultanées sur plusieurs territoires en France en même temps. On l'a vécu un petit peu avec les feux en Gironde en 2022. On se rend compte que c'est ça la limite de notre modèle. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à répondre de manière uniforme lorsqu'on n'est plus en capacité de faire cette mobilisation à travers les départements? Alors, ça nous amène à devoir un peu nous réinventer, et c'est un peu l'idée de la slide suivante. Nous, on a engagé une réflexion un peu en profondeur pour faire évoluer notre fonctionnement. Qu'est-ce que nous, on peut apporter à un écosystème d'entraide plus large qui ne va pas se limiter à nos seuls volontaires à la Croix-Rouge? Ça va être renforcer un peu notre ancrage local pour éviter de mobiliser des équipes nationales quand une crise locale va survenir. Ça va passer notamment par un investissement accru dans nos unités locales, qu'il y ait une meilleure coordination avec les collectivités territoriales et locales, et puis que aussi il y ait une meilleure
une meilleure coordination avec les autres acteurs associatifs. Alors, il y a d'autres associations qui sont agréées de sécurité civile en France qui permettent aussi enfin, qui peuvent se mobiliser, mais il y a plein d'autres associations. On parle notamment souvent des, euh, des, euh, des associations sportives avec des viviers de volontaires qu'on pourrait mobiliser dès lors qu'on arrive à les former et à les rendre acteurs de ces situations de crise. L'objectif, c'est du coup de travailler dans l'interconnaissance et un peu d'arriver à faire émerger un collectif un peu plus global et commun autour des situations de crise. Il faut aussi que de notre côté, on explore des formations, enfin des formes d'engagement plus souples, notamment à travers des idées de réserve qui nous permettent d'accueillir des citoyens qui veulent aider à des moments précis ou alors qui s'engagent au préalable à travers des formations et sans forcément l'idée de rejoindre notre organisation sur le long terme. Et pour ça, il y a plein d'exemples d'autres sociétés nationales de la Croix-Rouge. Certains ont été un peu, enfin, vont être détaillés un petit peu plus tard, mais il y a des modèles en Hollande, il y a des modèles en Autriche, en Allemagne, en Angleterre aussi, justement, de former un peu des systèmes d'application qui permettent de s'enrôler comme réserve, de bénéficier d'une formation très spontanée, enfin en tout cas très courte, et du coup d'être actif lorsqu'il y a des crises. En Australie aussi, on retrouve des exemples assez marquants d'expérimentations qui sont menées pour favoriser ces engagements plus souples qui s'appuient donc soit sur des viviers internes Croix-Rouge ou des viviers externes ou aussi des viviers spécialisés comme aller chercher des bénévoles spécifiques sur des questions de technologie pour développer des applications ou des solutions digitales. Ça suppose aussi de sécuriser un peu plus juridiquement, et ça, à ce moment-là, le discours de Nicolas tout à l'heure est assez marquant de capacité aussi suisse à structurer cette réponse juridique qui n'existe pas aujourd'hui en France. C'est quoi l'encadrement? C'est quoi l'assurance qui est possible pour ces bénévoles qui vont s'engager assez spontanément? Alors quand ils sont engagés Croix-Rouge, ils bénéficient de l'assurance de la Croix-Rouge, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils viennent aider assez ponctuellement comme ça? C'est des questions qui peuvent se poser. Et puis un dernier sujet, c'est celui de travailler plus fortement aussi avec les collectivités dans la constitution et la mobilisation de leurs viviers. Donc là, c'est aussi venir en aide à des collectivités qui sont souvent débordées et qu'il faut développer des interfaces entre la population et ces dispositifs formels qui peuvent être portés par la Croix-Rouge, pourquoi pas, mais il y a aussi un dispositif de l'État qui correspond aux réserves communales de sécurité civile. Ça peut être porté aussi par d'autres associations. Et ces structures-là doivent exister parce que sinon, ça conduit fortement à de la désorganisation. Pour finir, aussi, finalement, notre enjeu principal, c'est un peu celui de changer de regard. Il faut arrêter de penser que l'entraide, c'est un problème à gérer, parce qu'on se rend compte qu'en fait, bah, nous, on n'arrive pas à accueillir ces formes d'engagement. Souvent, elles vont être presque problématiques, hein. C'est l'exemple aussi qu'on va constater à Valence, en Espagne, où les pouvoirs publics ont été débordés par l'afflux massif de personnes qui sont venues aider. Il y a eu d'autres exemples aussi de très fortes mobilisations qui ont été salutaires. On peut penser aussi à la vallée de la Roya avec des mobilisations de cheminots qui ont réussi à faire des transports de denrées vers des populations alors que, enfin, qui étaient sinistrées et bloquées, alors que de l'autre côté, l'État va dire non, 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 il faut surtout pas y aller, le chemin n'est pas sécurisé, la priorité c'est d'arriver à sécuriser les passages. Donc tout ça, ça nous amène à nous dire qu'en fait, il existe une forme de mobilisation spontanée et qu'elle existera de toute façon. Donc il ne faut pas la voir comme un problème à gérer, mais plutôt comme une ressource à organiser. En fait, ce n'est pas une concurrence entre une réponse institutionnelle avec une réponse institutionnelle, c'est plutôt un complément et que ce complément, c'est ça la clé de la résilience collective. Et on va le voir sans doute un petit peu après aussi avec les réponses qu'on a avec la ville de Grenoble dans sa stratégie territoriale. Et pour ça, il faut qu'on change nos réflexes, c'est-à-dire sortir d'une vision uniquement verticale de la gestion de crise. L'État, il ne peut pas tout faire et il n'arrivera pas à tout faire. Donc, il y a une logique voilà, de complémentarité à créer avec ces mobilisations plus spontanées. Il faut que nous, organisations de réponse à la crise, comme la Croix-Rouge, on s'autorise aussi à coopérer avec des citoyens qui organisent l'aide informelle en reconnaissant ces réseaux d'entraide, ces collectifs citoyens, cette solidarité de proximité qui existe. Il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas ou qu'on ne la voit pas.
Il faut au contraire la reconnaître et apprendre à coopérer avec ces citoyens qui ont souvent des idées qui sont très bonnes à prendre et qu'on va pouvoir intégrer. À ce titre, l'exemple enfin, de la Croix-Rouge ukrainienne enfin, pendant cette crise qu'ils vivent aujourd'hui de la guerre, on voit qu'il y a plein d'initiatives locales, ponctuelles, de citoyens qui peuvent être intégrés dans une réponse plus globale. Et puis, ça nous nécessite aussi de mieux documenter, mieux cartographier et mieux anticiper, en fait, savoir un petit peu qui est là, qui peut faire quoi, et comment est-ce que ces ressources, elles peuvent s'agréger utilement au moment voulu, et donc de mieux comprendre comment se joue cette mobilisation spontanée. Et puis, enfin, il y a aussi sans doute une question autour du défi, enfin, pardon, plutôt un enjeu autour du récit, c'est-à-dire que trop souvent, on va attendre de la population qu'elle soit résiliente, c'est ce qu'on veut faire, on va la préparer pour ça, mais on lui donne pas de rôle finalement à réaliser, si ce n'est de s'occuper de soi-même. Alors qu'en fait, être résilient, c'est pas juste encaisser la crise, c'est aussi être acteur, c'est comprendre ce qu'on vit, et du coup, c'est aussi avoir une réponse, une place dans la réponse. Et si cette place, elle n'est pas prévue, bah, en fait, les gens vont la prendre. La nature, elle a horreur du vide. Et donc, c'est assez simple. Si jamais on ne propose pas quelque chose, eh bien, les gens vont faire quelque chose, forcément. Et en fait, c'est tant mieux. Mais du coup, à nous, institutions, associations, collectivités, de préparer un peu cette place et de la légitimer et de la sécuriser. Moi, j'aime bien dire, c'est un peu essayer d'organiser l'auto-organisé. Mais il ne faut pas trop le faire parce que si on organise trop l'auto-organisé, ben, en fait, il n'existe plus. Euh, à nous de trouver un peu comment est-ce qu'on doit faire vivre ces différents collectifs ensemble et de laisser cette place à des mobilisations plus spontanées qui aujourd'hui sont assez peu accueillies dans en tout cas la réponse telle que l'État, ou en tout cas telle que nous, la Croix-Rouge, on l'a un peu imaginé. En conclusion, c'est pas forcément la crise qui va créer l'entraide, c'est que l'entraide, elle est déjà là, et c'est la crise qui va la révéler, et donc à nous de voir à quel point on va la laisser ou pas exister dans notre on va dire, façon de répondre à la crise. Et puis, préparer l'entraide, c'est pas forcément chercher à la maîtriser, c'est plutôt créer les conditions pour qu'elle soit utile, qu'elle soit accueillie et qu'elle soit durable. Et du coup, c'est offrir des passerelles entre des réponses officielles qui existent déjà, qui sont bien structurées, bien imaginées, et puis c'est enfin en tout cas, de créer des passerelles entre cette mobilisation spontanée, auto-organisée, naturelle, vers ces réponses plus officielles. Et puis, c'est faire en sorte, enfin, que face aux chocs qui nous attendent, forcément, on sait que les crises, encore une fois, elles vont s'accélérer, que les conséquences vont s'aggraver. On ne se contente pas d'encaisser, mais qu'on soit capable d'agir tous ensemble de manière structurée entre acteurs de la sécurité civile et citoyens plus spontanés. Voilà un peu pour le retour d'expérience de ce que nous, on propose pour la Croix-Rouge et de la manière dont on essaye d'imaginer la suite pour accueillir un petit peu mieux cette mobilisation spontanée des citoyens. Merci beaucoup, Raphaël. Et je crois alors que le pavé est vraiment ouvert maintenant par rapport à ce qui se passe à Grenoble. Et bienvenue, Norbert, pour nous parler du rôle de la collectivité, de ce qui se passe dans ta belle cité. À toi. Bonjour à tous et merci à tous. Et voilà, donc je vais parler de l'expérience grenobloise et par rapport à tout ce qui a été dit, hein, il va y avoir des redites. Si vous pouvez changer la slide, voilà, non, la première, voilà, parfait. Ma première partie, ça sera voilà, un petit rappel sur la législation, ce qui encadre en fait les collectivités en termes de sécurité civile. Les grandes dates, je passerai assez rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, très rapidement, l'État s'est rendu compte que la collectivité locale et le maire avaient un rôle majeur et central dans la sécurité civile et la réponse aux aléas. En gros, sortie de la Révolution 1789, déjà, on avait déjà les premières prémices de directives sur les dispositifs qui pouvaient être mis en place au niveau des collectivités et sur les lois d'organisation de réponse aux aléas.
On fait un grand pas en avant, on arrive à 2004, la grande loi de modernisation de la sécurité civile, hein. C'est là où en fait les grands rôles ont été attribués et c'est surtout que ça a été mis en lumière par rapport aussi à la décentralisation. C'est-à-dire qu'avec la décentralisation, avec les différentes lois de décentralisation, bah, est apparu que bah, l'État allait se déconcentrer au niveau des départements ou des régions. Et du coup, les acteurs qui étaient au niveau de la sécurité civile et qui avaient plutôt tendance à être centralisés au niveau de l'État et au ministère de l'Intérieur, bah, devaient être déconcentrés eux aussi et être attachés bah, au préfet qui était l'élément référent et référent sur le département. Voilà. Donc on est 2004, 2012, on est aussi pareil sur une loi qui encadre et qui précise un peu plus le rôle de chacun, en particulier du SDIS. Et puis on a dernièrement en 2021 la loi Matras qui elle encadre et précise encore plus le rôle du SDIS, la réponse qu'il devait avoir et comment les collectivités viennent s'enchasser en fait dans ce dispositif-là. Voilà les grandes dates qu'on peut avoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là-dedans, il y a deux codes hein, qui viennent encadrer ça et surtout le rôle du maire et ses compétences, hein. C'est le code de sécurité intérieure, voilà, qui précise les compétences et en particulier qui donne la base juridique au maire sur ses prérogatives, en particulier en termes de police générale. Et puis le code des collectivités territoriales. Donc, en gros, on a quatre grands chapitres hein, pour un maire sur lesquels il peut intervenir en termes de sécurité civile. Voilà, c'est l'alerte et l'information aux populations, l'appui aux services d'urgence, le soutien des populations et l'information des autorités. Voilà les quatre grands critères. Là-dessus, on vient plaquer une architecture qui est assez pyramidale, hein. On a le Premier ministre, le département avec le préfet et puis le maire, qui sont les différents directeurs des opérations en fait, de secours qu'il peut y avoir à l'échelon. En gros, suivant la gravité de la crise, bah, on remonte hein, à chaque fois. Si on est sur quelque chose qui est très local, c'est le maire. Si on est sur quelque chose qui atteint plusieurs communes et sur le département, c'est le département. Et puis on remonte à l'État. Voilà, donc il y a une subsidiarité à chaque fois sur un étage. Et à chaque strate, en fait, correspond un plan. Voilà, donc pour la mairie, c'est pour le maire, pour la collectivité, c'est ce qu'on appelle le PCS, le plan de le plan de sûreté, le plan communal de sûreté. On a une nouvelle strate qui vient d'apparaître au niveau des intercos ou des agglos. Ça s'appelle le PIX. C'est assez, voilà, c'est tout nouveau, ça se met en place. Il faut qu'ils trouvent leur place parce que les différentes lois, et en particulier la loi Matras, définit bien qui est le directeur des opérations et à quel niveau on passe, quoi. Voilà. Donc on a des textes qui encadrent bien ça. Au niveau après départemental et puis zonal et puis au niveau des ministères, on a les plans hors sec. Voilà, vous connaissez. Et puis des plans hors sec dérivent des plans de prévention suivant les risques, donc qui sont très aléas centrés. Alors sur Grenoble, on a le séisme, on a les inondations, les ruptures de barrages. Voilà, on a tout un tas de plans. Et nous, en fait, en miroir, au sein du PCS, eh ben, on donne une réponse. Voilà, voilà en gros comment est réparti le rôle de chacun. Là-dessus, les industriels aussi, le monde économique a aussi des prérogatives, c'est-à-dire que sur le classement des entreprises Céveso, ben, la réponse, elle doit être l'organisation, l'entreprise doit faire aussi une réponse, doit faire des plans de prévention, et il en réfère au SDIS au niveau du département et puis à la préfecture. Voilà, donc monde économique, le monde des collectivités, puis l'État régalien, voilà et comment il est à peu près organisé. Voilà, slide suivant. Deux. Donc là-dessus, bah, la ville de Grenoble, nous, suite aux différentes crises, et on est plutôt un territoire propice à ce chose, hein. Voilà, puisqu'on a du risque sismique, inondation, rupture de barrage, feu de forêt, sécheresse. Enfin, voilà, très bonne école pour la gestion de crise et tout ce qui est l'école des risques. Nous, il y a des constats qui ont été faits. Euh, et les trois constats qui ont été faits, c'est que d'abord, les crises vont être de plus en plus fréquentes et inédites. Et ce qui demande à réexaminer notre rôle en tant que collectivité. Je veux exprimer par là le fait que, en fait, les frontières sont pas si franches que ça entre le régalien et les collectivités. Voilà. Les compétences, elles sont pas si franches. Le Covid en a été une expérience. Très vite, l'État a délégué des compétences qui étaient les siennes aux collectivités, à la mairie de Grenoble, pour subvenir aux besoins des habitants, à mettre en place un dispositif de secours.
parce que l'État n'avait pas les moyens de le faire, en fait. Quand vous avez une collectivité avec 4500 agents, vous avez la main-d'œuvre pour pouvoir mettre une solution. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est important. Ce qu'il faut aussi, le deuxième constat qu'on a vu, c'est la complexité et la multiplicité des crises et cette vision aléa-centrée. C'est-à-dire que l'État et la réponse qui est faite, c'est une vision aléa-centrée. C'est-à-dire vous avez un aléa, vous avez les sécheresses, crac, on fait un plan, on donne une réponse, les secours sont organisés comme ça, la réponse est faite comme ça, et ainsi de suite. Mais en fait, la multiplicité des crises fait que nous, les collectivités, on s'épuise à répondre parce que chaque nouvelle crise amène un nouveau plan. Et on n'a jamais prêt pour la crise suivante. Et donc, on court après, en fait, la crise, on court après, et on s'épuise. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir de bande passante pour pouvoir planifier, se projeter et se dire, OK, comment on pourrait imaginer les choses? Et donc, je dirais que là, la nouvelle ville de Grenoble, et ça a été la volonté des élus, c'était stop. Voilà. Maintenant, on va essayer de penser autrement. C'est-à-dire que l'aléa centré existe toujours, il est toujours là, mais on va arrêter de s'épuiser à vouloir à répondre à toutes les crises. Et c'est ça, en fait. C'est que on a un épuisement des organisations, un épuisement managérial, un épuisement des agents qui est général. Et surtout des ressources. C'est-à-dire que plus vous dilapidez vos ressources à vouloir répondre à toutes les crises, moins le jour où vous en avez besoin, vous pouvez concentrer vos efforts sur cet aléa-là. Donc, ce constat-là, il est très important. Et enfin, le dernier constat, c'est que il a fallu repenser la gestion de crise et la prévention des risques à l'homme de l'Anthropocène. C'est-à-dire que les crises sont systémiques. On ne peut plus se dire le feu de forêt ou la sécheresse n'aura pas un impact sur l'ensemble des autres aléas que je pourrais avoir. C'est-à-dire que euh, la sécheresse sur Grenoble, ça a un impact sur les feux de forêt, ça a un impact sur les chutes de blocs, ça a un impact sur les glissements de terrain. Ça peut avoir un impact aussi sur les inondations soudaines des torrents de montagne dus aux orages. Voilà, et tout d'un coup, vous avez un afflux d'eau qui arrive dans des villages, la Bérarde, hein, le cas précis, le réchauffement climatique. Voilà, et ça peut avoir un impact. Et là, il a fallu se dire, il faut qu'on ait une vision systémique. Voilà. Il faut qu'on change de braquet, il faut qu'on renverse la table et qu'on se dise comment on peut apporter, comment on peut changer notre manière de voir et surtout comment on peut, nous, se préserver et avoir un élément réservé de réponse, c'est-à-dire être prêt à l'inattendu. Et c'est là où, en fait, on est arrivé sur le concept de ressources centrées. Voilà. Voilà. Donc, concept qu'on partage avec Pablo. Donc de passer de l'aléa centré, mais qu'on a toujours, hein, parce que l'État est organisé comme ça et que nous, on est cellule miroir de l'État, donc on peut pas tout changer. Mais on décide de changer de concept et de se dire, OK, ressources centrées, ça veut dire d'abord, on se voit nous, on se regarde de quoi on est capable, quelles sont nos ressources organisationnelles, managériales, les agents, les habitants, nos ressources internes. On fait un bilan, on tire un trait et on fait du capacitaire, c'est-à-dire de quoi on est capable. Qu'est-ce qui nous manque? Voilà, pour pouvoir apporter une réponse. Et apporter cette réponse, en fait, c'est la résilience. Et la résilience, en fait, c'est pour nous, la résilience territoriale, c'est apporter un matelas, en fait, une réponse sur laquelle l'habitant, les organisations peuvent rebondir. Et en fait, on vient supporter l'habitant dans sa réponse. Et on lui donne cette capacité à agir, la capacité à agir de l'organisation et la capacité à agir de l'habitant. Voilà. Ça, c'est les deux premiers piliers voilà, qui sortent de ce statut. Et puis enfin, la dernière chose, vous pouvez changer de slide. La dernière chose, en fait, le dernier pilier de ces stratégies de la résilience, ça a été en fait, le constat. On a tous fait le constat et on est là pour ça, c'est comment on renforce les coopérations et les solidarités. C'est-à-dire que comment on fait venir l'habitant, comment on fait venir le citoyen à la gestion de crise, à la culture du risque, comment on le fait acteur de tout ça. Donc là-dessus, on a certains facteurs de la résilience, hein, le premier, c'est diversifier et favoriser la redondance. Ce qui pourrait être la robustesse. Voilà. Nouveau concept à la mode, on pourrait dire que ça serait la robustesse. Mais c'est surtout qu'il faut qu'on apprenne à prioriser et renoncer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on concentre nos efforts et pas qu'on se disperse. Et ça, prioriser et renoncer, c'est aussi faire des choix. C'est aussi amener le citoyen et l'habitant à cette prise de décision. Cas très concret, le rationnement, la pénurie, comment on gère la pénurie.
si vous ne l'avez pas décidé avant, si vous n'avez pas amené la décision démocratique avant de la gestion de la pénurie ou du rationnement, l'acceptabilité de ces décisions qui seront prises sera extrêmement lourde et vous vous rajouterez une crise à la crise, en fait. Vous devrez gérer la crise de l'acceptabilité de ces décisions à la crise que vous avez. Donc, il est nécessaire en amont de crise, en amont, d'associer l'habitant, d'associer les collectifs à ces décisions-là, les sensibiliser et leur dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Le jour où il faut rationner l'eau, quelles sont les priorités? Comment on le pense? Comment on le voit? Et là, c'est les acteurs, que ce soit associatifs, les habitants, les collectifs, qu'il faut amener à ces prises de décision. Et puis, on est toujours sur le triptyque de la gestion de crise, hein, c'est-à-dire informer, informer, former, s'entraîner, hein, et puis se préparer. Voilà. On est toujours là-dessus. Donc, nous, Ville de Grenoble, on porte vraiment ça, hein, c'est que, il faut qu'on soit sur une vision qui soit ressources centrée et qu'on inclut. Voilà, une vision inclusive du dispositif. Voilà, c'est extrêmement important là-dessus. Euh, et c'est là où, en fait, euh, dans les choses qu'on est en train de mettre en place, et on est en train de le mettre, comment on inclut les habitants, comment on fait pour absorber cet afflux de volontaires qu'on pourrait avoir et qui seront là. Mais en fait, nous, on a décidé de ne pas passer pour une réserve, pour l'instant, par une réserve réserve municipale de sécurité civile, mais de passer en fait par le maillage des associations et l'existant en fait. On a un tissu associatif, on a un tissu de solidarité qui existe, mais sauf qu'on ne le connaît pas. Et donc, on est en train de travailler, de se dire, de le cartographier, d'aller les voir et de leur dire, OK, comment on peut vous aider à vous acculturer au risque? Comment on peut vous aider à, à vous amener les compétences? Quelles sont les compétences que vous pouvez nous amener? Voilà. Donc, la première chose, c'est cette cartographie-là. Et enfin, la deuxième temps, c'est qu'à la ville, on a des compétences. On a 4500 agents. Est-ce qu'il est vraiment utile d'aller chercher une réserve de communale de sécurité civile alors qu'en interne, on a des compétences? Sur 4500 agents, on est en train de le travailler. Si on arrive à avoir juste 10% des agents qui se déclaraient volontaires pour intégrer les secours qu'on mettra en place ou les dispositifs, en sachant les compétences qu'ils ont et qu'ils n'ont pas, comment on les intègre, en les sortant de leur zone de confort, de leur fonction. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui parlent les langues rares, parce qu'il y a la problématique des migrants ou qui sont sur le territoire grenoblois, et et ces migrants-là qui disparaissent en temps de crise, comment on va les chercher et comment on leur parle en fait. Voilà. Donc il y a tout ça, qui est à jouer. Je dirais en conclusion que voilà, la ville de Grenoble, on a décidé d'être volontariste là-dessus. On teste quelque chose, on teste d'aller chercher nos ressources, de nous regarder, de nous dire ce qui nous manque, d'aller chercher à l'extérieur, dans les associations, d'aller voir comment on peut aller aider, comment on peut voir, comment on peut être aidé par les associations, de ne pas écraser en fait ces dispositifs qui en temps de crise se mettent en place, et pour avoir en fait une démultiplication des effets sur le terrain, à la fois de la réponse de la collectivité, mais aussi de la réponse de ces solidarités en temps de crise qui mettent en place. Voilà, merci de m'avoir écouté. Norbert, merci beaucoup pour ce moment très riche. Définitivement, ce déroulé nous montre la richesse des réponses et des possibles. Et donc, du coup, ben, on rentre dans la dernière période avant de lancer les questions-réponses et je redonne la parole à Jacqueline et Mathieu. Merci Nadine. Ben, ça va être intéressant parce que je pense que ça suit très très bien ce que Norbert tu viens de dire et puis les intervenants précédents également. Donc nous, ce qu'on fait dans ce projet qui s'appelle Synergies, qui est un projet européen, c'est qu'on essaye de répertorier et de rendre accessible finalement des manières de faire qu'on peut voir dans la littérature et vraiment à l'international, dans tous les pays du monde et qui, voilà, qui, de notre point de vue, répondent à des grands besoins, ce que j'ai appelé des fonctions là dans ce slide, des grandes fonctions qui sont un peu, enfin, tout le temps les mêmes, qui reviennent, du coup. Voilà, je vous ai donné des exemples ici. Donc il y a toujours cette idée de créer des conditions pour intégrer l'aide informelle. Donc par créer des conditions, on veut dire des conditions par exemple légales, d'assurance, des choses comme ça, mais aussi anticiper et planifier cette entraide citoyenne, cette volonté d'aider.
Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver souvent, avec l'idée générale qu'en fait, c'est vraiment, c'est pas des choses qu'on veut découvrir au moment de la crise, c'est des choses voilà, qu'il faut regarder en amont, parce qu'on veut pouvoir à la fois saisir les opportunités, cette ressource vraiment phénoménale qu'est l'entraide citoyenne, et en même temps, comment dire, gérer les difficultés que ça peut poser dans l'ensemble de la réponse à la situation. Donc, on va trouver aussi des aspects comme communiquer, partager l'information. Donc là, c'est vraiment, on parle de partage, hein, de l'information qui va devoir aller dans les deux sens, parce que les citoyens qui viennent aider, qui peuvent être par exemple des gens qui habitent sur place dans la zone qui est affectée par une crise, c'est eux qui vont avoir par exemple la connaissance plus fine de la localisation, de qui sont les populations vulnérables, qui sont les populations, qui sont les gens qui ont des ressources, par exemple un équipement agricole qui peut servir à une certaine tâche. Donc il y a tout un ensemble de connaissances, de réseaux qui existent localement, en fait, qui sont intéressants aussi pour les acteurs formels. Et puis il y a des choses comme, puis je vais m'arrêter là, mais il y a des choses comme enfin, simplement l'accueil de tous ces gens qui vont arriver, qui en fait, ce qui sous-tend cette idée d'accueil, c'est les questions d'identification des gens qui veulent participer, éventuellement d'enregistrement de leurs compétences, pour pouvoir en fait leur assigner des tâches qui sont à la fois nécessaires et qui sont en relation avec leurs capacités, avec des fois des difficultés, comme par exemple la difficulté de devoir reconduire des gens qui voudraient participer, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas en moyen de le faire ou voilà, donc, c'est ce qui est une question délicate en fait, voilà, qui doit être anticipée et qui doit être planifiée en fait. Voilà. Donc, on va vous présenter de Synergies. En fait, on construit une base en fait avec des exemples, et on construit aussi un jeu sérieux en ce moment. Donc là, ce sont des exemples de cartes de ce jeu sérieux qui représentent en fait des outils, des pratiques concrètes. Et donc effectivement, Raphaël a mentionné précédemment ce qui se fait aux Pays-Bas. Donc voilà un exemple du Pays-Bas qui est donc une application qui s'appelle Ready to Help, qui est développée par la Croix-Rouge des Pays-Bas, et qui est basée en fait sur les travaux qui avaient été faits en Autriche aussi par la Croix-Rouge. Donc c'est une Oui, application bas. Et donc Ready to Help aujourd'hui, c'est un registre national de gens qui veulent aider. Il y a plus de 100 000 personnes qui se sont enregistrées aujourd'hui. Et en fait, la Croix-Rouge des Pays-Bas va, quand il se passe un événement, une inondation, ou quand il y a eu Covid, en fait, va appeler des gens en renfort de ce registre, souvent selon leur localisation, c'est-à-dire les gens de la région affectée. Et les gens peuvent accepter ou pas de venir participer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ces gens du registre viennent participer, bah, du coup, ils vont être couverts, même s'ils ne sont pas les volontaires classiques de la Croix-Rouge, bah, ils vont être couverts par l'assurance de la Croix-Rouge. Et donc, les questions d'assurance et de responsabilité vont être gérées comme ça. Et en fait, cette application, elle sert aussi non seulement de registre, mais aussi à gérer l'aide spontanée. Quand des gens vont venir sur place, en fait, ils vont, et donc ils n'étaient pas connus auparavant, ils vont être intégrés à Ready to Help, et vont pouvoir bénéficier en fait par exemple de l'assurance, donc des aspects de Ready to Help. Il y a aussi des aspects intéressants qui sont sur la suite des opérations, c'est-à-dire que vu que les gens sont enregistrés, ils vont ensuite après la crise, ils vont être contactés et donc ils vont faire partie du débriefing de la situation, parce que c'est clairement, Pablo parlait de points morts, je ne sais plus quelle était l'expression qu'il a utilisée, mais c'est un des aspects qui manque souvent, c'est-à-dire que quand l'aide spontanée vient, quand les gens viennent spontanément aider, en fait, ensuite ils disparaissent et on n'entend plus parler d'eux et on n'entend plus parler de leur expérience et de ce qu'ils ont vécu. Voire on perd contact avec eux par rapport à des besoins qu'ils auraient d'impact de ce qu'ils ont vécu, d'impact physique ou impact psychologique, parce que c'est des situations qui peuvent être difficiles. Donc cette capacité en fait à pouvoir recontacter les gens qui sont intervenus est assez fondamentale. Deuxième exemple que je vais vous donner avant de passer la parole à Jacqueline, c'est
Là, c'est quelque chose qui a été créé en Australie, à une collaboration entre la Croix-Rouge australienne et des organisations de volontariat au niveau des États, donc par exemple Volunteering Victoria. Et donc le constat de cette pratique, qui est donc qui cherche en fait à former des gens qui vont être des experts de l'accueil et de la gestion des volontaires spontanés, le constat, c'est que c'est vraiment des compétences et une expérience spécifique. Et donc c'est si on s'attend à ce que les acteurs traditionnels, les pompiers par exemple, ou les collectivités locales le fassent, et ben en fait ça va être compliqué parce que les gens n'auront pas forcément la formation ou l'expérience pour en fait gérer cet afflux de gens spontanés. Donc l'idée, c'est que voilà, on va avoir des rôles qui vont être formés, spécifiques, et qui pourront être déployés en soutien, par exemple, d'une collectivité locale lors d'un événement comme une inondation, des choses comme ça, et qui vont avoir voilà ces manières de gérer cette connaissance pour gérer les volontaires qui arrivent. Donc par exemple, comment les accueillir, comment identifier leurs compétences, leur assigner des tâches, éventuellement les reconduire s'il est nécessaire. Et donc voilà, toutes ces compétences un petit peu spécifiques, donc un outil spécifiquement pour ça. Voilà, je passe la parole à Jacqueline. Oui, merci. Je vais présenter deux solutions qui illustrent en fait le rôle des communautés lors de la crise. Alors, la première, c'est ROCNUM, qui veut dire regroupement des organismes humanitaires et communautaires pour les mesures d'urgence à Montréal. Donc une solution québécoise. Et c'est une solution assez ancienne puisqu'elle a été créée en 1998 à la suite d'une tempête de verglas. L'idée de Rognum, c'est donc de coordonner des différentes organisations pour pouvoir optimiser l'aide donc aux personnes qui sont touchées par les crises. Alors, Rockmune, donc, ça se construit sur une base communautaire. Elle exploite des communautés existantes. Donc, c'est une extension. En fait, on étend le rôle de ces communautés. Alors, il y a en fait trois buts importants. Bon, l'un, c'est en fait de développer une culture de préparation au sein des organisations. Un autre but, c'est de mobiliser rapidement différentes organisations pour aider, donc, puisqu'elles ont été préparées à l'avance, elles sont aussi incluses dans les discussions. Et le troisième but, c'est aussi de coordonner les compétences, donc les différentes communautés, les différentes organisations apportent différentes compétences, donc on peut les identifier et on peut coordonner ces compétences lors d'une crise. Alors, Rocknu, je pense que c'est une solution très intéressante et elle fait des petits. Et à l'île de la Réunion, on voit que la FPCNT a un projet qui s'appelle Ensemble, nous les parés. Et c'est donc aussi basé sur cette idée de renforcer la culture du risque dans le milieu associatif. Alors, si vous vous êtes intéressé par ce type de solution, je vous conseille vraiment de regarder Ensemble, nous les parés, parce qu'ils ont vraiment une documentation très détaillée, alors que il y a moins d'informations sur Rocknum en ligne. Une autre solution aussi liée au communautaire, mais différente. Alors, on passe aux antipodes, là, en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est le SVA, Student Volunteer Army, donc l'armée des étudiants volontaires. Alors, différemment de Rocknum, c'est une solution qui n'a pas démarré sur des organisations existantes, mais qui a été créée lors d'une crise. Donc, c'est un groupe donc émergent. La SEA a été créée en réponse à un tremblement de terre en 2010 qui a frappé Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et c'est un étudiant de l'université de Canterbury qui a pris l'initiative
de mobiliser des étudiants pour participer aux opérations de nettoyage. Donc il y a aussi là quand même, bon, il n'y a pas de communauté au départ, mais il y a quand même une proximité entre donc les gens qui vont travailler ensemble pour participer à ce nettoyage. Alors, c'est aussi intéressant parce que donc, cette mobilisation a été possible grâce aux réseaux sociaux. Donc cet étudiant Sam Johnson a créé une page sur Facebook pour, euh, pour donc mobiliser des étudiants et pour connecter les étudiants aux citoyens qui avaient besoin d'aide. Alors, et ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes, je pense, avec la SVA, c'est que la SVA existe encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un réseau d'une dizaine de milliers d'étudiants qui apportent de l'aide. Et donc, c'est une organisation très importante en Nouvelle-Zélande, donc pour aider après une catastrophe. Et ils ont aidé dans plusieurs cas. Ils ont aidé pour apporter aussi des produits donc alimentaires pendant le Covid. Ils ont aidé pour le nettoyage après des inondations à Auckland. Donc, ils sont très actifs. Alors, une dernière chose qui est très intéressante de la SVA, c'est qu'ils se chargent aussi de former des jeunes au bénévolat. Et ils ont créé des programmes éducatifs pour différents niveaux de scolarité, le primaire, le secondaire, le supérieur. Et puis aussi, ils ont un prix du bénévolat pour encourager les élèves à identifier des tâches et pour récompenser leur participation. Merci. Mhm. Merci beaucoup, Jacqueline et Mathieu, pour nous avoir amené enfin, ces exemples. Et je vois qu'en bas, donc, sur le lien que vous mettez ici, on peut trouver ces cartes et d'autres exemples, j'imagine aussi. Ouais, des exemples. Je mettrai le lien dans le chat. Ok, merci beaucoup. Donc, bah, vient le temps des questions. Et donc, voilà, merci de nous avoir présenté tout ceci. À ce stade, et pour l'instant, il n'y a pas encore de questions qui ont été posées dans l'espace pour ceci. Donc, je rappelle Q et R à gauche de l'espace du chat. Donc, je vais m'autoriser à lancer. Nous en avions reçu quelques-unes préalablement. Je propose, on peut fermer le partage d'écran peut-être, et puis retrouver tout le monde que tous nos invités, tous nos panélistes nous rejoignent en visible visuel sur l'écran si possible. Voilà, donc la première question que je propose de poser, ce serait comment gérer effi- efficacement l'entraide citoyenne spontanée d'après-crise? Bien, il y a eu tout cet élan-là. Ensuite, eh bien, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on pourrait gérer cette énergie-là? Est-ce qu'on a des exemples? Je me tourne vers le SINTEF peut-être. Alors, je vais répondre, enfin, de mon point de vue, en contournant un peu la question. C'est-à-dire, l'idée, c'est, je pense, de ce que fait par exemple Rockmum ou donc Ensemble nous les parer à La Réunion, c'est qu'en fait, quelque part, c'est de ne pas séparer le temps de crise et le temps d'action dans des associations donc de volontariat à travers différentes choses. Donc, c'est vrai que parce que c'est ce que tu mentionnes, c'est un problème qui est souvent mentionné par les organisations qui disent on a un afflux après un événement, par exemple après Covid, on a vraiment un grand désir de participer, et puis bah il n'y a pas trop d'événements qui se passent, et puis finalement les choses se délite un petit peu. Et je pense que c'est le problème si en fait si les outils sont exclusivement associés à la crise. Et donc en fait, et c'est peut-être ça rejoint un petit peu ce que disait Norbert, à mon avis, c'était que c'est plus une stratégie globale de participation citoyenne qu'une stratégie vraiment ciblée sur la crise. J'ai une question qui est arrivée de Stéphane Cartier dans le chat.
Comment palliez-vous les coupures électriques et de communication avec les bénévoles? Qui peut répondre? Norbert? Raphaël? Bah, je peux commencer une réponse, mais celle de Norbert sera sans doute beaucoup plus complète. Mais globalement, ce qu'on constate lorsqu'il y a des catastrophes, les volontaires, en tout cas pour ceux qui sont particulièrement impliqués dans la réponse à la crise, donc on va dire nos volontaires les plus habitués côté Croix-Rouge à intervenir, savent que quand il y a une catastrophe importante et que on n'arrive pas qu'il y a des coupures de communication, en fait, ils se rendent assez naturellement vers nos structures locales parce qu'ils savent que c'est de là-bas que va partir les moyens. Ils se rendent assez naturellement vers leur structure. Par exemple, bon, c'est un exemple qui commence à dater, mais lors de l'explosion d'AZF en 2001, je crois, c'est complètement ce qu'on a observé. En fait, très naturellement, tout le monde s'est convergé vers les unités locales de la Croix-Rouge de façon à. Parce qu'ils savaient qu'on allait les appeler. Donc, ils y sont, avant même qu'on les appelle, ils y sont allés assez naturellement. Oui, bah moi je rebondis sur ce que dit Raphaël. Effectivement, hein, le constat est là, c'est que naturellement, les gens qui sont le plus concernés en fait dans le volontariat en termes de sécurité civile vont naturellement converger vers le lieu de la crise et aller ça. En fait, je dirais que la propagation de l'alerte, c'est pas tant le problème. En fait, c'est comment on s'est organisé en amont pour accueillir en fait ces volontaires, ces agents-là. En fait, c'est l'organisation en amont qui va amoindrir en fait la désorganisation que vous pouvez avoir au moment où ils vont arriver. Et c'est comment en fait l'effet de ne plus avoir de communication, comment vous avez des moyens redondants. C'est-à-dire qu'il faut penser à se dire comment je redondante, enfin comment je fais, j'ai un plan B si les communications tombent. Ça, c'est bah, par exemple le SDIS, très concrètement, ils ont des bulles Internet. Ils ont des bulles 5G. Ils créent des bulles où ils sont capables, bah, où leur téléphone portable, ils sont capables entre eux de pouvoir communiquer. Euh, Très concrètement, c'est les téléphones satellitaires. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire, enfin nous on est là, on est dedans aussi, hein, c'est voilà, comment quand les communications tombent, comment on fait pour communiquer entre nous et et comment on assure en fait un minimum de communication. Je dirais que la communication en fait hein, pour la gestion de crise et la réponse à la crise, c'est un peu le cœur du problème. Si on n'a pas des moyens de communication qui sont redondants et qui sont capables d'être robustes, on va se rajouter une crise à la crise, quoi. Euh, j'ai une autre question qui est arrivée. C'est y a-t-il aujourd'hui, alors le cas de la France va nous être amené, mais je pense qu'on peut peut-être aussi penser un peu plus large. Y a-t-il aujourd'hui un travail effectif des responsables politiques sur la gestion des crises et la préparation des citoyennes et des citoyens et citoyennes? Est-elle une volonté politique? Je peux encore répondre si vous voulez. Oui. Alors d'abord, c'est la loi qui encadre tout, hein. C'est que oui, il y a l'État régalien, il y a une volonté de l'État régalien de vouloir encadrer en fait la culturation au risque et la réponse à la gestion de crise. Maintenant, la mise en application en déconcentré dans les départements, elle peut être très inégale suivant la structure que vous pouvez avoir des préfectures et le niveau de compétence que vous pouvez avoir. Ça, c'est la première chose. Après, collectivité, et là, c'est aussi très, très inégal. C'est-à-dire que pour penser la gestion de crise et la gestion de crise, il faut avoir l'ingénierie. Donc, quand vous êtes une ville de Grenoble, 4500 agents, strat, milieu de strat, bah, vous vous rendez compte qu'en termes d'ingénierie, comment penser la crise, comment planifier la crise, comment se projeter dans le futur, on est capable de le faire. Voilà, on embauche des gens, on prend des gens. Si vous avez la volonté politique et si vous avez une vision politique, je dirais que ça coule, quoi. On y arrive. Par contre, quand vous prenez des communes, et là je parle en particulier des strates entre 10 000 et 50 000 habitants, là c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'ils n'ont pas l'ingénierie, ils n'ont pas l'administration pour pouvoir porter ces projets-là. Donc d'aller chercher l'acculturation au risque dans la population,
c'est beaucoup plus compliqué. Donc, et quand en plus derrière, vous avez des élus qui, pour eux, si vous voulez, en sont encore à penser que la crise, c'est juste une crise climatique, ça peut vite devenir compliqué, quoi. Vite devenir compliqué sur la réponse à la crise, et vous avez des collectivités qui peuvent être vite dépassées par ce qui se passe. Et c'est là où les solidarités, en fait, informelles, vont se mettre en place. La réponse, elle va se trouver là, en fait. J'ai envie de commenter en fait, parce que ça dépend peut-être du contexte culturel aussi. Je ne sais pas, mais bon, Mathieu et moi, nous habitons en Norvège. Et donc, il y a beaucoup de de petites communes, enfin de grandes communes en superficie, mais avec peu d'habitants. Et en fait, on voit qu'il y a de très bonnes relations entre l'administration et les associations locales. Donc, les gens se connaissent très, très bien, si vous voulez. Et donc, en fait, ça permet aussi, quand il y a une crise qui survient, en fait, de pouvoir les engager, quoi. Donc, connaître sa commune, connaître les organisations, etc. C'est très important, quoi. Et ça peut faciliter aussi les choses. Donc, pas, contrairement à une plus grande ville, donc peut-être où on a moins on connaît moins en fait tout ce qui se passe, quoi. Mhm. Si je peux Oui, me... Nicolas, oui, 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 bien sûr, parce que là, pour le coup, la Suisse, Effectivement, je rejoins mes préopinants, c'est-à-dire que bon, finalement, on constate aussi en Suisse les petites communes versus les villes, où il y a vraiment là un état de préparation, des bases légales par rapport à une organisation communale en cas de crise ou autre, ce qui est un peu moins le cas dans les petites communes, hein, je dirais effectivement à peu près la même grandeur, si ce n'est que on pourrait descendre peut-être en dessous de 20 000 pour la Suisse, toute proportion gardée, mais c'est vrai que même en Suisse, où on est beaucoup citoyens engagés, on a perdu un peu cette culture où les gens se sentent intéressés ou informés du risque. Et bah, il y a une communication où il y a plutôt une volonté, on va dire, intercantonale ou fédérale de recréer quelque chose, hein. On a, par exemple, c'est à peu près, ils ont fait finalement un petit flyer des provisions providentielles qui explique un peu qu'est-ce qui se passe en cas de blackout, en cas de crise. Vous devez tenir tant de jours avant que l'État vienne vous aider avec les recommandations de provisions domestiques pour 7 jours. Et il y a la conférence gouvernementale des affaires militaires, de protection civile et des sapeurs-pompiers suisses, c'est-à-dire les 26 ministres cantonaux qui sont chargés de ces affaires, qui finalement, donc ça c'est un peu ce qu'on se trouve sur Internet, hein, mais c'est qui vont éditer un flyer aussi qui s'appelle Comportement en cas de crise et de guerre, conseil à l'intention de la population, et qui est intimement lié au retour de la politique de puissance classique avec le retour de la guerre comme instrument de réalisation d'objectifs ou autre. Et donc, il y a vraiment une envie de resensibiliser la population à ces, on va dire, responsabilités à avoir. Voilà. Donc, il y a pas mal d'informations qui se trouvent sur Internet, aussi bien le flyer de la Confédération suisse pour l'approvisionnement économique du pays, aussi bien dans les newsletters, on va appeler ça comme ça, ou les informations de la CGMPS pour la Conférence gouvernementale des affaires militaires, protection civile et sapeurs-pompiers, où ils expliquent, entre autres, certaines démarches à l'échelon institutionnel pour essayer de pallier justement à ce manque de préparatifs de la part de la population ou, qui est constaté. Voilà. J'ai envie d'ajouter autre chose aussi. En Ouais. fait, en Norvège, nous avons aussi donc ce type de recommandations pour les provisions à faire. Et dans les nouvelles recommandations, on conseille aussi aux habitants d'avoir un ami de préparation, c'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, vous avez quelqu'un chez qui vous pouvez aller peut-être, avec qui vous pouvez partager donc ces provisions, etc. Il recommande aussi de les immeubles ou
aux gens qui habitent donc dans des appartements de planifier ensemble comment se préparer. Mhm. Je voulais apporter peut-être un complément, c'est que pour moi, la notion de préparation, elle est quand même très liée à ce qui est aussi attendu au moment de la crise en termes d'action de la population. Et c'est vrai, ça rejoint ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, la volonté publique, enfin, je la vois clairement là, mais elle est quand même liée à un champ d'action au moment de la crise relativement limité. C'est-à-dire qu'on va demander à ce que la population soit autonome, enfin en capacité de pas être dépendante d'aide extérieure pendant quelques jours ou des choses comme ça. Mais c'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'elle va être en capacité d'agir au moment d'une urgence ou des choses comme ça. Donc ça contraste un petit peu avec ce qu'on peut voir dans certains pays. Bon, je pense notamment à on a collaboré il y a quelques années avec des gens en Israël sur les crises sismiques. Donc, ils sont sur la même faille que la Turquie, hein. Le tremblement de terre qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps en Turquie, c'est la même faille. Ils l'attendent en Israël depuis des décennies. Et donc, ils se préparent à ça. Et pour se préparer à ça, dans les lycées, les adolescents de 16 ans reçoivent une formation on va dire, à la recherche de victimes, une formation légère à la recherche de victimes. Donc ça, pour moi, ça illustre le propos, c'est de dire qu'il y a un ensemble de capacités minimes qui vont être développées dans la population. Donc la population va être préparée à faire ce type d'acte, pas pour être des spécialistes, des experts, mais en tout cas pour faire une différence à travers leurs actions immédiates lors d'un tremblement de terre. Voilà. Ça, c'est pas quelque chose que je vois aujourd'hui dans la plupart des pays européens. Enfin, ce niveau de préparation de population. Ça me fait penser, et Nicolas, je suis désolée, je parle un tout petit peu pour la Suisse, mais à un niveau vraiment, entre guillemets, basique, il me semble que pour passer le permis en Suisse, il faut en même temps passer un brevet premier secours. Donc c'est une étape déjà un pour avoir les premiers gestes, en fait, et c'est conditionné au permis. Et même si on ne parle pas de masse, on parle quand même d'un premier élan. J'ai raison ou peut-être je me suis Oui, oui, trompée? c'est tout à fait correct. En Suisse, ça fait partie de la formation de base pour obtenir le permis. Si on ne va pas dans un établissement certifié, c'est souvent les Samaritains afin d'obtenir le premier secours, hein, les premiers gestes. On peut pas, il faut avoir cette attestation de participation et de réussite pour pouvoir aller plus loin et obtenir le permis de conduire. C'est juste. Merci. Pablo, est-ce que tu veux intervenir sur cette question référence à un ami ou réseau de premier rang? Euh, m- non, moi, je vous écoute, je suis passionné, mais justement, je vois des questions arriver. Moi, je parle trop souvent, tout le temps, donc j'avais envie D'accord. plutôt de vous écouter. Je vois Reiko, Oui. Stéphane, Alata qui ont posé des chouettes questions dans la discussion. Je vois que la discussion sert finalement aux questions. Il n'y a personne dans Hmm. le Q&R. Euh, allons-y, non, Volontiers. pour ces questions-là, Oui, parce qu'il nous reste un quart d'heure. tout à fait. Et donc, je posais la question de Reiko qui sera avec nous pour le prochain webinaire sur le Japon. Donc, merci Reiko pour ta question. Est-ce qu'il existe des exemples en Europe du modèle cohabitation où les autorités ont collaboré avec des groupes bénévoles citoyens spontanés au lieu d'essayer de les intégrer dans leur système en situation de catastrophe? On parle de co-création, co-construction. Je me retourne vers notre équipe norvégienne basée en Norvège. Et c'est une très bonne question. C'est ce que je peux répondre. Je ne connais pas en fait, on voit cette cohabitation se passer de manière informelle, mais je ne connais pas d'organisation qui soit basée sur ce principe-là. Parce qu'effectivement, la tentation systématique, c'est plutôt une forme d'intégration dans un système existant qui est donc géré par les professionnels de la crise ou les experts de la crise. Donc oui, c'est une très bonne question. Et je suis en train de repenser aussi au modèle australien avec Plan C, mais c'était quand même une initiative qui est venue se greffer ensuite. Donc, Hmm. euh,
Stéphane Cartier, quelles évolutions culturelles entre générations est-ce qu'on peut parler de évolution culturelle, d'intergénérationnelle dans ces approches d'entraide? Je Que vais ce répondre soit... très rapidement à ça. Ah, Je ne sais pas si c'est vraiment générationnel, mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce que disait Jacqueline aussi tout à l'heure. C'est une évolution qui est observée, par exemple, dans des pays comme l'Allemagne, qui ont une forte tradition de volontariat et qui voient effectivement aujourd'hui une baisse en fait du volontariat très structuré tel qu'il a existé pendant longtemps, au profit d'un désir d'être appelé de manière ponctuelle, sans attache entre guillemets, donc de manière plus flexible. Je veux juste intervenir pour rebondir là-dessus. ouais. Au niveau de l'État, ce manque de volontaires, donc parmi les pompiers volontaires, hein, parmi les SDIS et tout, parce Mm. ils sont déficitaires dans les effectifs de pompiers volontaires. En fait, l'État essaye toujours de trouver des moyens de substitut. Et ces fameuses réserves de sécurité civile, c'est aussi un transfert de compétences. C'est-à-dire qu'ils voient que dans les SDIS, ils sont pas en capacité, en fait, actuellement, je dirais, toutes les missions de bas de spectre de sécurité civile, en fait, qui leur mangent 60% de tous les effectifs et de leurs ressources. En fait, ce qu'ils aimeraient, c'est de pouvoir déléguer ça à des réserves de sécurité civile communales qui traiteraient en fait ce genre de choses, et eux se concentrer sur le haut de spectre, feux de forêt, feux d'immeubles, séisme, voilà, et gérer tout ce haut de spectre, et se décharger en fait de ce bas de spectre par la création au niveau des collectivités, sans transfert de moyens, bien sûr. C'est-à-dire que c'est les collectivités qui porteraient ce dispositif-là. Voilà, c'est aussi pour ça que, voilà, à titre personnel, je suis aussi réservé sur les réserves de sécurité civile parce que c'est un transfert de compétences que l'État ne veut pas forcément l'assumer et ne pas le dire, mais quand on regarde et quand on regarde bien de près, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a tout un bas de spec qui ne veulent plus assumer, qui voudraient se décharger pour pouvoir concentrer leurs moyens de réponse sur le haut de spectre. Voilà, c'est parce qu'ils ont un problème de volontaire. J'avais presque envie de poser la question à Raphaël aussi, avec le volontariat, comment ça se passe maintenant pour ces recrutements? Est-ce que finalement il y a une volonté, des profils plus visibles que d'autres? Alors, je ne vais pas refaire les dernières tendances de l'engagement en France. En tout cas, Mm. ce qu'on constate, c'est que pour plein de raisons différentes, les personnes les plus âgées s'engagent de moins en moins et les jeunes s'engagent de plus en plus. D'ailleurs, il y avait une question euh, dans le chat sur les évolutions culturelles entre les générations. Nous, en tout cas, pour ce qui est de la Croix-Rouge française, on ne constate pas euh, une érosion particulière ou un désengagement des jeunes. Au contraire, on se rend compte que les jeunes s'engagent de plus en plus, de manière différente, et notamment lorsqu'il y a des situations de crise. Ils ont envie d'agir, ils ont envie d'intervenir, et un engagement en période de crise ressemble plus à des formes d'engagement qu'ils recherchent, plus souples, plus spontanées, plus ponctuelles, là où hors période de crise, les grands mouvements associatifs comme la Croix-Rouge française s'appuient sur des engagements de long terme qui sont plus propices à des personnes souvent plus disponibles et donc souvent des personnes plus âgées. Alors, c'est quelques raccourcis, hein, je vais pas. Évidemment, il y a des spécificités partout, mais c'est en tout cas, si on veut tirer des grands portraits assez rapides, c'est ce qui se passe. Sauf que en France, on le sait, l'âge de départ à la retraite recule. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent longtemps, mais qui ne vivent pas forcément longtemps en bonne santé. Donc il y a des problématiques d'aidants familiaux qui se développent, des problématiques d'accompagnement d'enfants ou de petits-enfants à garder à la maison, ou voilà, avec des problématiques de garde d'enfants. Donc ça crée un peu une érosion en tout cas des personnes les plus âgées qui s'engagent longuement. Donc en tout cas, pour nous, à la Croix-Rouge, on ne constate pas qu'il y a de moins en moins de jeunes et les gens viennent s'engager assez naturellement lorsque ils ont une envie enfin, lorsqu'il y a des situations de crise et ils viennent apporter leur,
leurs compétences. Nous, on a un bon exemple du début de la guerre en Ukraine. Il y a eu beaucoup de déplacés qui sont passés par les gares françaises. Très vite, on a mis en place un système pour faire appel à des traducteurs via notre site internet. Il y a à peu près 2000 personnes qui sont engagées à Paris, dans les gares parisiennes, pour venir aider à ce moment-là, de manière très spontanée, très ponctuelle. Et après, la question, et on l'a posée tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à les garder? Comment est-ce qu'on arrive à leur proposer un engagement de plus long terme? Comment est-ce qu'on arrive pour certains à leur donner envie de devenir bénévoles réguliers? C'est les enjeux qui sont les nôtres par la suite. Mais en tout cas, à l'issue de cette première expérience, je crois, dans mes souvenirs, qu'il y avait à peu près 70% des gens qui étaient prêts à s'engager plus longuement pour la Croix-Rouge. Donc, ce premier engagement qui peut être celui de la crise est souvent celui qui aussi peut générer des vocations plus longues d'engagement, cette fois-ci, voilà, sur d'autres activités. Merci Raphaël. J'avais envie d'amener la question vers Nicolas parce que j'imagine que cette question d'âge tient aussi à la façon dont l'aide est organisée. Si c'est avec des appelés, par définition. Alors, on a un peu de tout, hein, il faut admettre. Par exemple, comme le disait Raphaël, on est entièrement d'accord. On a la même problématique. Les gens, s'ils trouvent un intérêt ou du sens, s'engagent. Et notre vraie difficulté, c'est de les fidéliser ou plutôt d'essayer de maintenir cette vocation, cette flamme, puisqu'ils doivent y trouver un intérêt. On l'a vécu avec la Covid. On a eu un besoin énorme en soutien psychosocial. On a pu recruter pas mal de volontaires et la difficulté, c'est que la crise passe, les interventions sont peut-être moins importantes, moins en mode crise. Et finalement, alors on paye des formations, on essaye de faire une formation continue et comment on fait à maintenir tout ça. Après, effectivement, on vit les mêmes problématiques, hein. Typiquement, on a vécu un changement de loi qui disait avant, pour la protection civile, les gens servaient jusqu'à 40 ans. Après, ils pouvaient devenir volontaires. On n'a pas constaté une diminution du volontariat. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'au changement de la loi qui disait que les sous-officiers servaient jusqu'à 34 et les officiers jusqu'à 40, là, on a diminué effectivement drastiquement le nombre de volontaires à devenir de sous-officiers à officiers pour éviter de servir plus longtemps. Cette problématique, on la retrouve aussi. Et comme on vote un peu, le peuple suisse vote énormément puisqu'il a la possibilité par des référendums ou des initiatives d'influencer. On retrouve ça dans les pompiers volontaires, les samaritains ou autres, ces baisses d'effectifs. Et effectivement, des comités citoyens se sont formés pour créer une initiative. On devrait voter bientôt pour une sorte d'obligation de servir citoyenne, où finalement, l'idée est de pouvoir dire que on peut aussi faire à la protection civile, à l'armée, comme aux pompiers volontaires ou autres. Mais finalement, c'est qu'un report de problème puisqu'on va cannibaliser les mêmes, on va dire, le même bassin de population entre d'autres acteurs. Donc finalement, là, on constate effectivement que les gens doivent trouver du sens, donc même dans l'obligation de servir, et que finalement, il faut essayer aujourd'hui de donner du sens ou de susciter un intérêt à la population qui n'est pas ou peu sensibilisée ou qui ne perçoit pas forcément la plus-value qu'il aurait à aider dans le volontariat, le bénévolat, que ce soit par les femmes, que ce soit par les étrangers qui ont des permis de résident pour l'intégration ou autre. Donc voilà, on constate effectivement les mêmes enjeux, y compris dans l'obligation de servir, où l'idée euh, est que chacun y retrouve son intérêt. Et c'est là un peu la grande difficulté où avant on s'engageait peut-être un peu plus au profit de la collectivité, tandis qu'aujourd'hui il y a quand même un aspect qu'on constate, c'est qu'est-ce que ça peut m'apporter. Voilà. Merci Nicolas. On a une question un peu plus haut dans le chat qui nous vient du Tchad, d'Alata Sayadea, c'est presque comme Raphaël, et qui pose la question, je vous laisse peut-être lire, je suis au Tchad et je voudrais comprendre une chose, le contexte chez moi est assez complexe compte tenu des aspects politiques, en termes de prévention des risques, comme les inondations et bien d'autres, mais on a un rapport, nous, sur le Tchad qui a été diffusé.
L'État joue au dilatoire et le moment venu, cela met en difficulté l'intervention pratique sur le terrain, fragilisant les organisations locales qui peuvent se mettre en place donc, pour répondre à ceci. Quelles seraient les stratégies qui pourraient convenir au Tchad? Il me semble que dans le rapport, la question de l'importance des organisations déjà existantes, mais il me semble aussi que les recommandations qu'on a pu entendre jusqu'à présent étaient quand même assez présentes sur l'anticipation et le rôle du réseau, des réseaux euh, qui existent, il me semble. Peut-être. Une question Pablo? sur la verticalité, la confiance entre la population et l'État avant les crises. Et c'est là Ouais. le point important, on en a parlé dans le webinaire. Mm. Et comment on structure, en fait, c'est le temps entre les crises, le temps normal sans crise. Parce qu'un après-crise, c'est un avant-prochaine crise. Donc, se préparer aux crises, c'est faire en sorte qu'il y ait de la confiance horizontalement entre les gens et verticalement avec les autorités. Et le niveau de confiance verticale et horizontale changera complètement la donne pendant la crise. Et donc les institutions étatiques et les groupements de citoyens ont un rôle entre les crises pour constituer ce réseau de confiance. Et si on n'a pas, là c'est compliqué. Et une fois que la crise arrive, c'est trop tard. Enfin, on va pas se mettre à changer structurellement la société pendant la crise. Donc, je sais pas si quelqu'un d'entre vous a une expérience, parce que là, on est dans un pays où justement, au Tchad, donc, où la confiance, l'État est assez différente d'en Europe. On a un autre contexte culturel et politique, ce qui rend la question intéressante, mais peut-être difficile à répondre pour vous. Et ben, j'invite les Si. Nicolas? gens ouais, à lire le rapport qu'on a écrit, Réalisé sur Mhm. le Et il y Tchad, a des recommandations aussi. c'est sur les inondations en 2002. Ouais. Euh, Nicolas? Alors après, c'est clair que chaque, n'ayant pas connu ou vécu au Tchad, ça m'est difficile d'imaginer le contexte, en tout cas de le vivre, mais c'est vrai que ce que disait Pablo est tout à fait pertinent. Il faudrait essayer, dans la mesure du possible, d'agir sur une sorte de gouvernance un peu plus locale. Moi, je vois en Suisse, hein, les communes ont leur rôle à jouer, donc de décentraliser ou essayer de décentraliser le plus la gestion de ces groupes locaux qui pourraient aussi bien être de veille, de recenser les partenaires locaux, d'avoir un réseau local le plus fort possible pour essayer de contrebalancer ça. Et finalement, comme on disait, pour contourner un peu tous ces blocages, d'avoir des partenaires, un réseau qui peut être aussi institutionnel, mais créer des conditions le plus favorables à l'échelon, on va dire le plus bas, le commune, qui est peut-être un peu plus accessible et regarder s'il n'y a pas peut-être des ONG qui sont présentes, qui peuvent aider. Donc vraiment essayer d'agir au plus bas niveau, mais en tout cas de préparer ça en amont pour ne pas se retrouver à changer les règles du jeu, comme disait Pablo, parce que là, ça sera impossible. Voilà. Ouais, pour rebondir sur ce que disaient Nicolas et Pablo, nous, c'est le travail qu'on a actuellement, c'est-à-dire que euh, on a un réseau, on a quand même 4500 agents, et ça c'est important de le garder à l'esprit, c'est qu'une administration, elle a quand même, hein, et dans une ville de notre strate, et quand on est encore sur des plus grandes villes, on a ce réseau d'agents qui est là, et il faut qu'on en profite, et on a des agents qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que la récupération des signaux faibles, on peut les avoir par ces agents-là. Donc il y a une culture, en fait, il y a une culture à donner à nos agents de prévention de la crise par la captation des signaux faibles qu'il peut y avoir dans les territoires. On a ce travail-là à faire et on essaye d'inculquer cette culture-là aux agents. C'est compliqué, mais qu'ils aient ce réflexe-là, c'est-à-dire que chaque, euh, chaque incident, chaque petite information qu'ils ont, ça remonte en fait dans la chaîne et ça va être analysé et ça va être concaténé, synthétisé pour donner
une vision du territoire en temps réel, quoi. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est d'avoir une vision du territoire. Et après, le deuxième point, c'est qu'aussi, et c'est là, nous aussi, c'est le travail qu'on entame, et ça, je rejoins Nicolas, c'est la vision, en fait, avec les associations. C'est qu'est-ce qu'on a, en fait, dans le territoire? Qu'est-ce qui lie les gens? Moi, pour l'instant, à Grenoble, je suis incapable de savoir quels sont les liens formels, informels, les associations. Alors, on a les grandes associations, les clubs de foot, machin et tout. Mais quand on voit le nombre d'associations qu'il y a à Grenoble, ce qu'elles sont capables de faire, là, par exemple, on a fait une table ronde avec l'association du Cairn, donc la monnaie locale. Et ils nous ont dit, en temps de crise, en fait, nous, on peut se substituer à l'euro. Quand on voit ce qui s'est passé à Barcelone avec les coupures enfin en Espagne avec les coupures de courant. Donc, en fait, à Grenoble, on a une monnaie locale. Et donc, nous, ça nous a donné des idées, là, de se dire, OK, si on a une monnaie locale, est-ce qu'on n'est pas capable, au niveau de la mairie, de faire des réserves pour pouvoir, en cas de chute complète électrique, de ne pas pouvoir retirer des sous, de pouvoir injecter, en fait, une monnaie locale pour pouvoir continuer les échanges, en fait. Et c'est ce travail-là avec les associations qui, en fait, on voit ce qu'ils sont capables de faire, quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Et c'est là où on est ressources centrées, en fait. Voilà. On a typiquement cette association qui est ça. On a d'autres associations qui s'occupent des migrants. Ben là, par exemple, on a travaillé avec eux, on leur a demandé pour tout ce qui est compétences de traduction. Est-ce que vous avez des gens dans vos réseaux, là, des gens que vous connaissez, qui sont en cours d'obtention de cartes de séjour et tout, qui parlent des langues rares? Le pachtoun, l'afghan, le syrien, et j'en passais des meilleurs. Voilà. Ben, tout ça, nous, ces compétences-là, il faut qu'on les travaille, il faut qu'on soit capable de les cartographier, qu'on sache à qui s'adresser, quoi. Quels sont nos interlocuteurs. Voilà. Et après, ben, effectivement, il y a le lien avec l'État, et ça, je dirais que il faut dépasser, en fait, il faut faire preuve de pragmatisme. Et en ce moment, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut amener l'État, mais quel que soit le bord politique, la gestion de crise, la gestion de risque, c'est une histoire de pragmatisme. En fait, à un moment, il n'y a plus une question de je suis sur telle chapelle ou telle chapelle. À un moment, les crises sont là, les risques sont là, et voilà, il faut qu'on mette notre intelligence en commun pour trouver des solutions. Et Et de ça prend du temps. croire, et ça prend du temps, hein, et de croire qu'en fait, chacun sera dans sa ligne d'eau en train de faire ses petites compétences et tout, en fait, c'est une illusion. Croire Merci, Robert. que la collectivité locale sera juste sur ses petites compétences, non, elle va dépasser ses compétences. C'est une obligation, en fait. Voilà, elle va Merci dépasser beaucoup, ses... Norbert. Merci beaucoup. On a un petit peu dépassé le temps. J'ai vu que Pablo et Mathieu avaient allumé leur micro, une phrase pour répondre, et puis Moi, ça semble s'arrêter. ce qui me frappe juste une petite pensée, c'est que l'amélioration de notre tissu social, de notre vie en dehors des crises, permet d'améliorer la gestion de crise. Et on voit bien là dans ce webinaire l'inverse aussi, que l'amélioration, quand on travaille à la gestion de crise, et c'est ça tout l'enjeu, améliore aussi notre quotidien. Et c'est ça qu'on doit faire. Si ça améliore pas le quotidien des gens, on va avoir du mal à les motiver à la gestion de crise. Il y a ce double sens qui est très fort. Et ce lien social qui fait que, en temps de crise, on se porte beaucoup mieux. Ce que j'ai appelé le réseau des tempêtes, c'est ce concept et cette association qu'on démarre là, et pour travailler à rassembler tout l'écosystème des acteurs qui bossent là-dessus en France et en Europe. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir participé, d'avoir donné du temps et de l'énergie à ce webinaire et d'avoir participé, d'avoir assisté aussi. Merci beaucoup, Nadine. C'était hyper intéressant. Ouais, merci. Mathieu, tu voulais dire un petit mot ou ça? Je voudrais pas conclure, mais en gros, enfin, si quand même sur un truc intéressant et par rapport à ce que vous disiez tous les deux avant, c'est le rôle de l'initiative citoyenne en fait, qui est voilà on n'a pas abordé de manière très explicite, mais qui est un peu derrière tout ça. Et en fait, la possibilité de renforcer cette initiative citoyenne. Et cette possibilité, elle peut venir de l'État, mais elle peut venir aussi d'autres partenaires, par exemple de partenaires privés, d'entreprises. Je pense particulièrement à un exemple, vous avez travaillé sur la Roya, vous connaissez ça mieux que moi, mais les week-ends solidaires qui ont été en fait aidés, par exemple, par des entreprises locales de menuiserie en fournissant du matériel, des
des personnes compétentes. Donc en fait, voilà, la force de l'initiative citoyenne et le renforcement à travers différents mécanismes qui peuvent être aussi des éléments intéressants. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était riche, intense. On vous a mis un peu la pression sur les temps. Le webinaire donc a été enregistré. Désolé, on a démarré un peu en retard. Ça n'a pas démarré comme on voulait, mais voilà, ce sera là pour 99%, on va dire, 99% dans les deux langues, et posé sur le site du RD très rapidement. Grand merci à tous encore. Rendez-vous le 5 juin de 15 à 17 heures pour parler du Japon, de la culture du risque à l'épreuve de Fukushima. On se réjouit aussi parce que, voilà, comme tous, ça va être aussi très intéressant. Et merci encore et à très bientôt. Au revoir.